Chers amis, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour la 5e émission de Faire École. Je reçois aujourd'hui M. Vincent Coussedière, professeur agrégé de philosophie en activité, et auteur, essayiste et auteur de plusieurs ouvrages. En 2012, Éloge du populisme, en 2016, Le retour du peuple, et en 2021, Éloge de l'assimilation. Cher Vincent Coussedière, bienvenue. Nous allons débattre de l'état de l'école et envisager les pistes de son redressement éventuel. Pouvez-vous, s'il vous plaît, maintenant vous présenter en quelques mots? Bonjour, cher Roger Chudeau, merci beaucoup de cette présentation. Écoutez, oui, vous l'avez dit, je suis professeur donc en lycée depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai commencé à écrire des essais effectivement sur la question du populisme, de l'assimilation, on va dire sur la question du rapport entre peuple et élite. Professeur de philosophie, ça vous donne une perspective assez intéressante sur le système éducatif, puisque vous intervenez en bout de chaîne. Oui. Et donc, sur une trentaine d'années, vous pouvez avoir une certaine perspective sur l'évolution des choses. Et donc, je suis heureux de partager avec vous cette expérience. Oh, très bien. Merci beaucoup. Ce sera très précieux d'entendre un homme qui est encore dans l'action pédagogique, directement. Et donc, allons-y, entrons dans le vif du sujet. PISA 2022 a montré des résultats catastrophiques, puisque nous n'avons jamais été aussi bas dans les performances et jamais les élèves n'ont été aussi différents, enfin je veux dire du point de vue social. La fracture sociale a été encore élargie, semble-t-il, par le système éducatif. Justement, vous êtes en bout de chaîne, vous, en philosophie. Quel est votre regard sur cette situation? Comment expliquez-vous ce qui s'apparente de plus en plus à un désastre? Alors, cette étude n'étonne pas trop ceux qui observent l'éducation de l'intérieur depuis pas mal d'années. Ce n'est pas la première étude PISA. Alors souvent, il faut savoir que quand les premières études PISA sont sorties, il y a eu quand même une certaine dénégation dans le milieu enseignant. Exact. Avec des fois un discours un petit peu marxisant, c'est l'OCDE, tout ça, on ne tient pas compte qu'on lutte contre les inégalités, vous voyez, bon bref, ça a mis du temps parce qu'on accepte finalement le résultat de ces études. Et comme vous l'avez dit, elles sont vraiment mauvaises. La France est 23e, l'Allemagne est 22e, l'Angleterre est 15e. Alors, je ne veux pas du tout relativiser le résultat pour la France, mais je pense qu'il est intéressant aussi de voir qu'il y a vraiment un phénomène européen, qui n'est pas seulement français, donc il y a un déclin de beaucoup de pays européens. Exact. Les Asiatiques s'en sortent très bien. Très bien. Donc aucune surprise, on est vraiment, si vous voulez, au bout d'un processus, malheureusement, qu'on peut qualifier d'effondrement du système scolaire. J'ai appris récemment que 50% des parents maintenant mettent leurs élèves au collège dans le privé. On atteint 50%. C'est quand même un chiffre effarant, qui est quand même à prendre comme un symptôme. Bien sûr. Donc il y a vraiment un effondrement extrêmement inquiétant. Est-ce que notre ministre en a pris conscience avec ces politiques de choc, choc des savoirs, etc. Je ne suis pas sûr. Je pense que le diagnostic n'est pas complètement fait. Il y a vraiment un diagnostic de fond à faire pour avoir une politique globale et pas seulement des coups médiatiques passés par des décrets, mais vraiment une politique d'ensemble. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord avec vous sur le caractère, si vous voulez, superficiel de la réponse ministérielle ou même de la réponse du Premier ministre, qui, Gabriel Attal étant dans l'intervalle devenu Premier ministre. L'affaire des chocs, les groupes de niveau, c'est un bon exemple, les groupes de niveau. En fait, il n'était pas interdit du tout. Il était parfaitement possible de faire des groupes de niveau. Pour un collège, dans le cadre de son projet pédagogique, il pouvait différencier les approches pédagogiques en fonction des difficultés rencontrées par les élèves. C'est interdit nulle part. Donc, d'une certaine manière, Gabriel Attal, c'est un petit peu pour démonter l'affaire des chocs, se saisit de ce concept qui est supposé être droitier et l'utilise à son seul profit en disant « je vais l'imposer », etc. Bon, en plus, ça a tourné à la confusion puisque ça s'appelle maintenant groupe de besoin, ce qui est assez inélégant. L'arrêté est sorti le 15 mars. On voit que, c'est mi-chèvre, mi-chou. Mais en fait, c'est une façon de faire de la politique à propos d'éducation plutôt que de faire une politique éducative. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un certain nombre de symptômes et on essaie de corriger. Prenons l'abaya dans un tout autre domaine. L'abaya, c'est juste un des symptômes de l'offensive générale de l'islamisme radical contre l'école laïque. Le problème semble réglé. Il ne l'est pas en fait, puisque tous les jours il y a des provocations, mais
Ensuite, le Premier ministre est obligé de convenir de ce que les enseignements sont contestés quotidiennement et partout. Avant, c'était seulement dans certains quartiers sous influence islamique, maintenant, c'est plus le cas. Donc, on a en effet, je crois, une politique de choc qui est une politique de communication qui reste à la surface des choses. Voilà, tout à fait. C'est un communicant. Alors, les communicants, parfois, utilisent de bons termes, mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, je pense que quand il a parlé aussi de choc d'autorité, ou de la question d'autorité, c'est vrai que la question de l'autorité, c'est la question centrale. C'est-à-dire que, si vous voulez, au-delà même des problèmes de résultats, il faut se demander pourquoi on en arrive à ces résultats. Tout simplement parce que les conditions de l'enseignement et de la transmission ne sont plus possibles en raison d'une crise majeure de l'autorité. Mais encore faut-il aller plus loin et essayer de comprendre ce qu'est l'autorité. L'autorité, c'est pas seulement, ça ne se décrète pas seulement. On réunit les conditions par une politique de longue haleine de l'autorité. Pour aller très rapidement, sans rentrer dans la philosophie compliquée, mais l'autorité, c'est la capacité de se faire obéir librement, nous dit Hannah Arendt. La capacité de se faire obéir librement. Ça n'est pas l'autoritarisme, la pure coercition, la force, et ça n'est pas la négociation, négocier toujours pour obtenir quelque chose. Or, nous sommes dans un système où nous n'avons plus cette autorité, cette reconnue, si vous voulez, aux enseignants, parce qu'en fait, théoriquement, ce sont les élèves qui reconnaissent l'autorité. Pourquoi ? Parce qu'ils reconnaissent la compétence. Si vous allez sur un bateau et vous ne savez pas naviguer, si vous allez en haute montagne, vous ne savez pas faire, vous allez reconnaître l'autorité du guide ou du skipper. Et vous allez faire ce qu'il vous dit. Et donc, c'est ça qu'on a perdu, vous voyez ? Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus être naïf. On a besoin d'autorité au sens de coercition. Ça s'appelle la discipline. Et c'est vrai que l'éducation, ça commence par la discipline. Et on n'arrive pas, si vous voulez, à mettre en place cette discipline dans les petites années, vous voyez, école primaire, etc. Et après, il y a le passage de la discipline à la liberté. C'est-à-dire où l'enfant devient adolescent et adulte. Et on ne peut pas enseigner à un certain niveau par pure contrainte. Il faut qu'il y ait aussi une adhésion. Vous voyez. Bien entendu. Et donc, c'est vraiment une question centrale, cette crise de l'autorité. Mais il a sorti ça comme un slogan. Oui, c'est ça. Comme si, on va renforcer l'autorité. Très bien, d'accord, mais comment fait-on ? C'est ça, oui, tout à fait. Vous avez raison de parler de slogan, parce qu'effectivement, il s'agit surtout de ça. Je pense que Gabriel Attal, bon là c'est un petit peu le politique qui parle, mais travaille à sa propre gloire, beaucoup plus au redressement du système éducatif. Il veut apparaître comme l'homme qui a identifié les problèmes et qui, avec force coup de menton, n'est-ce pas, envisage de les régler. À mon avis, cette politique est éphémère, elle n'a qu'un temps, puisque rapidement on se rend compte qu'elle n'est suivie d'aucun effet réel, n'est-ce pas, puisque comme vous le disiez, le temps éducatif est le temps long. Pour rétablir l'autorité, c'est-à-dire l'adhésion au fond des élèves au savoir-faire et même à la personne institutionnelle du professeur, il faudra du temps. Et vous avez raison de dire que tout se négocie aujourd'hui. Et c'est redoutable. D'ailleurs, il suffit d'aller vous êtes dans un supermarché, vous voyez une maman avec ses enfants, elle n'arrête pas de lui demander s'il est d'accord. T'es d'accord ? T'es d'accord ? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je comprends bien pourquoi elle le fait, bien sûr. Et il ne s'agit pas de critiquer toutes les mères de famille qui disent d'accord, d'accord. Mais enfin, je ne sais pas moi, mais on installe dès le plus jeune âge un espèce de rapport faussement égalitaire entre l'enfant et son éducateur, en l'occurrence les parents, mais à l'école aussi, où il faut sans rien négocier. Et ça a des conséquences, vous qui êtes professeur évidemment par construction en classe terminale, Parcoursup. Parcoursup va prendre en compte uniquement le contrôle continu du baccalauréat. Puisque, pour des raisons calendaires, Parcoursup ne peut pas attendre les résultats de l'épreuve terminale. Et donc, il paraît, d'après les échos qui me remontent, que les négociations vont bon train pour chaque note qui compte pour Parcoursup, parce qu'évidemment, maintenant, ce qui est autrefois des notes, je ne sais pas, devoir sur table ou d'exposé, etc., ça devient, il y a des enjeux énormes. Alors, vous avez tout à fait raison. Je peux confirmer ce diagnostic, si vous voulez. Le fait d'avoir supprimé finalement le baccalauréat comme épreuve terminale, qui fait autorité justement aussi pour l'orientation, etc. Toute l'orientation se concentre sur la première et les 2 premiers trimestres de terminale. Et donc, comme vous l'avez dit, chaque note prend une importance considérable. D'où une pression des parents, des élèves sur les professeurs et une constante négociation. On est dans la négociation permanente. Et aussi, comme vous l'avez dit,
si vous voulez, c'est cette impuissance finalement aussi d'imposer certaines choses sans être sans arrêt dans la négociation. Regardons ce qui s'est passé avec l'uniforme. Oui, oui. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait finalement avec l'uniforme? On demande l'avis des élèves et des établissements. Ben voilà. Donc c'est quand même assez cocasse, si vous voulez, d'un côté d'avoir des coups de menton, on va rétablir l'autorité, et de l'autre côté, finalement, être ceux qui veulent, ils le font, ceux qui ne veulent pas le font pas, etc. Et cette mesure, pour moi, n'aurait de sens que dans un projet global. Bien sûr. Vous voyez, oui. On ne peut pas y aller comme ça par petites touches. Là, on va vraiment vers... Non, mais là c'est du sabotage, si vous voulez. Hein, l'échec. Parce qu'on expérimente. On n'a pas besoin d'expérimenter sur l'uniforme, puisque dans nos départements d'outre-mer, l'uniforme est couramment porté, et depuis longtemps. Et d'ailleurs, personne n'envisage de revenir sur cette décision. Donc il est inutile de l'expérimenter ici. Ou alors ce qui est valable en outre-mer ne l'est pas ici, mais ce sera difficile à soutenir. Donc, d'une part. Ensuite, il y a 88 ou 89 établissements sur combien, attendez, à peu près 12 000 du second degré, qui se sont portés volontaires pour expérimenter l'uniforme. Donc c'est du pur sabotage. C'est-à-dire il n'y a pas de protocole d'expérimentation, il n'y a rien. Hein. Donc le gouvernement fait une chose et son contraire, c'est du en même temps typique. Hein. Gabriel Attal s'est approprié le terme uniforme que ses députés ont combattu dans l'hémicycle l'année dernière lorsque j'ai présenté la proposition de loi. Il faut voir ce que nous avons pris. Pardonnez-moi, expression un peu triviale, mais ils ont tenté de nous ridiculiser en disant que nous cherchions à caporaliser, à uniformiser, à militariser. Enfin, c'était absolument grotesque. Donc, désormais, Gabriel Attal s'est dit uniforme, ça sonne bien. Et manifestement, dans l'opinion publique, il y a quelque chose à prendre, à saisir. Il le fait, mais en même temps, typiquement, il sabote tout. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sortira rien de cette expérimentation, rien d'intéressant. Et donc, ils vont gagner du temps pour ne pas le faire. Alors, je rassure nos auditeurs, nous le ferons. C'est clair, nous le ferons. La proposition de loi sera transformée en projet de loi et on appliquera ça. Il n'y a pas de négociation à avoir. C'est d'intérêt public, c'est d'intérêt général que les écoliers et les collégiens portent un uniforme au choix de leur établissement, bien sûr. Hein. Mais c'est absolument indispensable pour de multiples raisons. Mais bon, ne nous égarons pas, revenons à nos sujets. Donc, rien ne va plus. Comme on dit au casino, le système est en train de s'effondrer sur lui-même, c'est vrai. Hein, en plus, il s'atomise, il se parcellise, il s'archipélise, pour parler comme Fourquet. Hein, puisqu'effectivement, Brielli le dit, c'est l'école pas à deux vitesses, mais à de multiples vitesses. Hein, et donc ça, c'est très très dangereux pour l'avenir de l'école et de la nation, hein, puisque l'école est au fond le ciment au cœur du contrat social qui nous lie tous en tant que nation. Alors, nous sommes d'accord sur le diagnostic. Vincent Cousdière, que faire, comme dirait Lénine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser la barre? Alors, il y a plusieurs niveaux. Oui. Hein, donc, niveau des programmes, des méthodes, niveau du pilotage de l'éducation nationale, niveau de l'architecture institutionnelle. Oui. D'abord, il faut avoir une vision globale, c'est-à-dire primaire, collège, bien sûr. Lycée. Bien sûr. Et pas faire ce qui a été fait, c'est-à-dire partir du lycée, laisser ce qu'on a fait au collège et revenir en arrière en découvrant maintenant que le primaire, etc. Ouais. Donc il faut vraiment avoir un projet global sur les trois niveaux. Il faut bien sûr, alors ça aussi c'est pareil, c'est devenu un slogan de recentrer sur les savoirs fondamentaux. On dit ça, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. C'est-à-dire, c'est quoi les savoirs fondamentaux? Qu'est-ce que ça implique en termes de nombre d'heures donc bien sûr, au primaire, l'accent sur les mathématiques, sur la lecture, la compréhension des textes, c'est ce qui apparaît dans le rapport PISA. Oui. C'est aussi l'objet d'un rapport parlementaire qui est sorti sur la lecture, où il n'y a pas que des études PISA qui nous alertent sur la lecture. On a plein de choses. On a ce qui revient des journées du citoyen qui concerne tout le monde. Absolument. Et on voit une dégradation extraordinaire du langage. Je dirais que c'est peut-être presque encore plus préoccupant, si vous voulez, que les mathématiques. C'est le rapport à la langue, à la lecture, à l'écriture, c'est catastrophique. Donc il faut mettre bien sûr le point là-dessus à l'école primaire, avec une méthode syllabique. Là, le rapport parlementaire le montre aussi, qui soit une véritable méthode syllabique et pas une méthode mixte, qui est en fait une méthode globale. Voilà, et donc là, il y a un problème de formation, il y a un problème d'idéologie il y a eu un problème d'idéologie chez les professeurs des écoles. Donc là, il faut vraiment être intransigeant. Revenir aussi sur, si vous voulez, des choses de bon sens.
partir du simple pour aller au complexe et non pas partir du complexe pour aller au simple. Ouais, ouais. À l'école primaire, faire l'Indonésie en géographie, comme je l'ai vu me faire à mes enfants, ça n'a aucun sens. Bien sûr. Hein. Une histoire chronologique, enfin, il y a toute une série de choses qu'il faut véritablement faire. Hein. Donc il y a déjà toute cette question, si vous voulez, de la méthode, de la simplicité. Là-dedans aussi, il faut vraiment sortir de l'école l'usage du numérique. Alors ça, c'est vraiment une catastrophe. Oui. Collège, c'est interdit. Oui. Mais lycée, Lycée, ça ne l'est pas. Et en lycée, c'est vraiment une catastrophe. Oui, oui, oui. Il faut absolument interdire les téléphones portables au Très lycée. bien. Mais Oui. vraiment, Oui, très bien. c'est vraiment quelque chose qui est catastrophique. Il n'y a plus de disponibilité des élèves. Alors, les téléphones sont interdits en classe. Oui. Mais à peine sortis de la classe, ils Oui. sont sur leur téléphone. Au lieu de travailler, ils sont sur leur téléphone. Bien sûr. Et quand vous parlez d'interdire parfois à vos collègues et à l'administration, ah ben non, on ne va pas interdire. Hein, j'ai eu encore une discussion récemment avec mon chef d'établissement là-dessus, on s'est accroché. Alors il déplore le fait que les élèves soient sur leur téléphone, au lieu de travailler en salle de classe, il les voit dans les couloirs et il nous dit « Mais est-ce que vous leur dites quelque chose ?» en fait, hein. Parce qu'il dit « Moi, je leur dis quelque chose et ils prennent ça bien, il me dit, hein. Mais c'est d'une naïveté, vous voyez. Et donc, voilà, il faut dire quelque chose aux élèves, mais par contre, il ne faut pas interdire, vous voyez. Ça, c'est pas bien. Et on sous-estime le côté addiction. C'est une drogue. C'est une drogue. Oui, et donc, quand vous avez quelqu'un qui est drogué, ce n'est pas en lui disant, voilà, pourquoi tu fais ça, tu devrais faire autrement, que ça va changer. Non, non, non. Donc là aussi, il y a vraiment un rapport à l'interdiction qui est complètement à revoir. Moi, en plus, je fais partie d'un lycée, d'une académie qui a expérimenté, alors c'est toujours pareil, hein, on expérimente, mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas finalement, il n'y a aucune évaluation derrière et retour véritable. Donc je fais partie des 3 académies où on a expérimenté le tout numérique au lycée. Ça veut dire qu'en seconde, nos élèves reçoivent gratuitement de la région, ils reçoivent tous un ordinateur. Et les manuels sont numériques. Et nous ne pouvons plus faire acheter de manuels écrits, papier, parce que la région paye le numérique et les parents, donc, il est hors de question de leur faire payer en plus un manuel papier s'ils ont le numérique. Bien sûr. Donc, si vous voulez, tout ça, alors, avec certains enseignants qui étaient très favorables, et tout le monde commence à s'apercevoir que c'est une catastrophe. L'élève qui est derrière son ordinateur, est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il met en fenêtre autre chose? Oui, bien sûr. Et il y a tout cet usage récréatif du numérique. Alors, il ne s'agit pas du tout d'être contre le numérique, mais de le mettre à sa position d'outil, qu'il y en ait dans certaines salles de travail, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez les élèves qui ne peuvent plus mettre de livres dans leur cartable parce qu'ils ont l'ordinateur dans le cartable. Si vous voulez, je crois que là, le terrain est très important. Je crois que ça, c'est un élément qui est vraiment sous-estimé dans les analyses. Il y a aussi un autre phénomène dont j'aimerais parler, si vous voulez, c'est le fait de projeter systématiquement les cours. De plus en plus, les professeurs projettent les cours. Je me suis amusé à aller dans la cour de récréation de mon établissement, l'après-midi ou le matin, grand beau. Tous les volets sont descendus. On a l'impression qu'il n'y a pas cours, qu'il n'y a personne. Mais non, il y a cours. Il y a une projection. Mais il faut de l'obscurité. Donc, et par contre, les portes côté couloir sont ouvertes pour avoir un peu de respiration et d'aération. Et voilà, ils sont derrière leur écran, derrière l'écran projeté. La prise de notes, la capacité de prendre des notes, de comprendre quelque chose, de le reformuler, elle disparaît. Parce qu'on lit ce qui est projeté à l'écran et on note sans comprendre ce qu'on lit. Donc là, il y a tout un travail à faire et il y a des études scientifiques qui commencent à être faites. Quelqu'un comme Desmurget, par exemple. Oui, bien sûr, hein, la fabrique du crétin numérique. Il a bien montré tout ça. Et donc, tout ça, c'est vraiment des choses catastrophiques. Donc, il faut vraiment revenir à des méthodes plus classiques, à des programmes aussi plus modestes. Hein. Moi, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça. Je suis sensible aussi au nombre d'heures hebdomadaires qui est, à mon avis, beaucoup trop important dans le système français. Dans le secondaire, on a un nombre d'heures, si vous voulez, des élèves, ça peut être 28, 29 heures. Et on se rassure en disant, plus ils sont devant des cours, plus ils travaillent, etc. Avec ce pacte et avec, si vous voulez, toute cette attention à ce que le professeur soit toujours remplacé. Alors, bien sûr que c'est un souci, l'absentéisme et le remplacement. Mais il faut faire aussi attention, parce que aujourd'hui,
sous prétexte que les élèves soient toujours devant un professeur, on a des professeurs de disciplines complètement différentes qui viennent remplacer un autre collègue, Oui. qui sont d'un niveau de terminale, des professeurs de philosophie qui vont aller en seconde. Et donc finalement, on devient une garderie et on découvre que le problème de législateur, c'est qu'il ne soit pas dehors. Et que du coup, il faut absolument qu'il soit devant un professeur, pas pour apprendre quelque chose, mais pour qu'on les contrôle. D'accord. Et ce temps de travail, plus le temps de transport. Alors là, je parle du lycée, je parle du lycée, parce qu'après, il faudrait distinguer, mais le lycée, on doit commencer à avoir une certaine autonomie pour travailler, fait que les élèves n'ont plus de disponibilité pour un travail propre, pour un travail personnel. Ils passent d'une matière à l'autre, ils font 8 heures de cours, vous voyez. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi une réflexion qui pourrait sembler paradoxale, vous voyez, d'un certain allègement, mais aussi pour être plus ferme sur le travail dans les salles d'études, dans les CDI. Voilà. Vous voyez, ça paraît créatif, que les salles d'études ne soient pas récréatives. Je veux dire, parce que, cela dit, on sait que les salles d'études parfois réunissent plus de 50-60 élèves et qu'il faut une certaine forme d'autorité pour obtenir le silence et du travail. Bien sûr. Très souvent, c'est un sûr. bazar noir. Mais vous avez raison, je reprends le dernier point là, notamment l'affaire des rythmes scolaires. Nous avons une année scolaire intensive, là où elle pourrait être extensive. Je m'explique, les semaines sont très chargées, parce que, 29 heures, parfois 30 heures de cours, de face à face pédagogique, c'est beaucoup pour un élève de terminale ou de première, d'autant plus qu'après, à la maison, il y a des devoirs, parce que là, pour le coup, il y a des devoirs, il y a les préparations, il y a les révisions pour les examens terminaux, et comment dire, et ça fait des semaines très très lourdes pour de très jeunes, très jeunes personnes encore, à 17 ans, 18 ans, travailler presque 45 heures par semaine, c'est quand même beaucoup leur demander. Et donc, l'idée qui consisterait à repenser les rythmes scolaires est une idée très intéressante du point de vue programmatique, du point de vue politique. Chez nos voisins allemands, par exemple, je peux en témoigner, j'ai fait toute ma scolarité comme ça, la journée scolaire s'arrêtait au plus tard à 13h30, très souvent à 12h30. Donc, du coup, il n'y a pas de cantine, etc. Et l'après-midi, nous étions invités à faire du sport ou à nous cultiver. Tout à fait, c'était le système allemand. Oui. Et c'est quelque chose qu'on pourrait regarder de près. Et moi, j'ai bien l'intention de m'y pencher, parce que ça permettrait d'avoir un enseignement plus extensif, ce qui signifie évidemment qu'on grignoterait les petites vacances, qui sont beaucoup trop longues. 15 jours, c'est énorme. Et les enfants s'ennuient à la fin, les parents ne savent plus quoi en faire. On pourrait très bien les réduire à 10 jours ou à 8 jours. Ça irait très bien. Et on pourrait raboter aussi légèrement les grandes vacances, notamment au mois d'août, où tout le monde s'ennuie. Fin août, plus personne... Et donc, tout ceci pourrait être utilisé à la fois pour les élèves et aussi pour les professeurs, notamment pour leur formation continue, qui est une sorte de, comment dirais-je, de chandrouine. La formation continue des professeurs, ça n'existe pas pratiquement, enfin un peu de choses près. Et donc ça, c'est une... Là-dessus, une petite incise qui va dans votre sens, qui vient de mon expérience. Il se trouve que j'ai enseigné aux sportifs de haut niveau, au lycée d'Albertville. Donc une scolarité très particulière. J'ai travaillé 6 ans là-bas où j'avais les sportifs de haut niveau. Et l'emploi du temps, c'était 8h, 13h, donc 5 heures de cours. Et tous les après-midi, bien sûr, libres, puisqu'ils étaient dans leur entraînement de sport. Bien sûr. Et samedi matin aussi. Donc 6 x 5, 30 heures quasiment. Tout à fait. Mais tous les après-midi, du sport, un équilibre, etc. Pas mal. Et c'était très intéressant. Alors, je ne dis pas du tout, ça ne peut pas être un modèle, bien évidemment, national et universel, mais il y a vraiment aussi des questions sur la question des rythmes. Il y a vraiment des questions à se poser, effectivement. Tout à fait. Donc, très bien. Alors, comme nous parlons des moyens de redresser ce système, parlons aussi du maillon faible du système, parce qu'il était décrit comme cela depuis plusieurs décennies, y compris d'ailleurs, je crois, par François Bayrou, qui avait inventé, proposé cette définition, le collège maillon faible du système éducatif. Là, Madame Belloubet a répété, ex cathedra, qu'elle ne toucherait pas au collège unique. Une sorte de mantra de la gauche, le collège unique. Donc nous considérons qu'il faut y mettre fin. C'est-à-dire revenir à l'esprit initial du collège à 3 voies, en modernisant, permettant assez tôt, après la 5e, mettons, à des élèves, de s'orienter, de se préorienter, soit vers une formation qui conduira à la voie professionnelle, soit vers une formation qui conduira au lycée, à formation longue. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une très bonne idée, puisque je pense que aussi une des raisons de cet échec et de cet effondrement de l'éducation nationale, c'est une mauvaise massification de l'enseignement, et c'est un mauvais général, c'est-à-dire vouloir emmener tout le monde vers l'enseignement général. Et là aussi, il faut se comparer à d'autres pays, comme l'Allemagne ou la Suisse, où vous avez 40% maximum d'une classe d'âge qui arrive au niveau bac. Mais à condition que les autres filières, justement, professionnelles, d'alternance, ne soient pas des filières où on va de manière négative, mais que ce soit des filières qui qualifient véritablement. Et en Allemagne, vous pouvez devenir ingénieur sans aller, soit en passant par un bac scientifique, soit en passant par des filières où vous allez avoir beaucoup plus d'apprentissage. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Parce qu'on rend tout le monde malheureux. On rend les gens qui sont faits pour un enseignement général de qualité malheureux parce qu'on baisse le niveau. Et on rend les gens qui sont faits pour des enseignements plus j'aime pas dire manuel, professionnel manuel, parce que manuel, c'est devenu intellectuel de toute façon. Bien sûr. On est menuisier, il faut maîtriser les éléments de géométrie, etc. Bien sûr. Mais on les rend aussi malheureux. Hein. Donc c'est évident que l'architecture d'ensemble doit être revue avec revenir sur ce collège unique. Parce que comme vous le dites, nous proposerons, comment dirais-je, une vision globale de l'enseignement scolaire. Hein. Il faut arrêter de le traiter, si je puis dire, par tranche. Blanquer s'est occupé de la terminale, du cycle terminal et du baccalauréat, avec le succès que l'on voit d'ailleurs, hein, puisque par exemple on constate que là où il y avait 200 000 élèves de terminale qui faisaient des mathématiques, qui présentaient les mathématiques au bac, il n'y en a plus que 99 000 aujourd'hui. Donc bon résultat au moment où nous avons un besoin urgent d'ingénieurs. Bon, donc Blanquer s'est occupé du lycée. C'est un syndrome de recteur, ça, typiquement. Le recteur adore le lycée parce que ça parle déjà de l'enseignement supérieur. Bon, c'est anecdotique ce que je dis, mais je le sais. Il découvre que l'école primaire ne fonctionne pas, puisque 50% des élèves qui entrent en 6e ne lisent pas de manière fluide, donc ils ne savent pas lire en clair. Hein. Ils lisent avec leurs doigts. Il découvre que le collège ne marche pas, puisqu'en 4e, c'est la même proportion d'élèves qui ne maîtrisent toujours pas ce qu'on appelle dans le jargon la fluence. 50% des élèves de 4e lisent encore avec leurs doigts, vous vous rendez compte ? C'est une pure catastrophe, quoi. Alors que les résultats du brevet sont tous les ans extraordinaires, hein. Ils sont proclamés comme de grands succès, 98, 100%, etc. Donc le système doit être réformé dans son ensemble, de manière systémique, pardon pour cette cuistrerie. Enfin bref, il faut le regarder comme un ensemble, et effectivement, ne pas oublier de traiter les différents étages de la progression scolaire. Et juste pour rebondir aussi, parce que par rapport à l'étude PISA, ce qui est très inquiétant, c'est que non seulement il y a un effondrement pour amener des élèves à des compétences minimales, mais il y a aussi un effondrement pour les amener à l'excellence. Oui, exact. Donc c'est ça le problème, il est double. Oui, il est double. On a moins d'élèves excellents, beaucoup plus d'élèves très très faibles. Et évidemment, quand on fait un peu de recoupement sociologique avec les fameux indicateurs de position sociale, là c'est purement désastreux, puisque l'école de la République qui avait pour ambition, presque première, hein, de faire émerger par le mérite, l'effort, le travail, une nouvelle élite, hein, se voit en fait cantonnée dans un système de pure reproduction à la Bourdieu. C'est un pur désastre de ce point de vue-là, et c'est dangereux pour la société française, puisque les élites se reproduisent entre elles, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Et la fracture sociale s'élargit. Alors précisément, parlons un petit peu de cette question, à la fois de l'élite et puis de la façon dont l'école peut assimiler des élèves venus d'autres cultures. Hein, vous avez un ouvrage sur l'éloge de l'assimilation que je montre ici, n'est-ce pas ? Vous voyez que j'ai bien lu, puisqu'il est annoté, ça a été longtemps mon livre de chevet. Et donc, on a 1500 quartiers prioritaires de la ville. On a, au cœur de cette galaxie, à peu près 300 réseaux d'éducation prioritaire, plus. C'est-à-dire où vraiment la situation est très dégradée. C'est-à-dire, en fait, les gens ne parlent pas le français et ne réussissent pratiquement rien de ce qu'on leur demande de faire à l'école. La question est donc, que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est celle de l'assimilation des élèves venus, ou alors, venus de cultures étrangères et qui, d'une certaine manière, ne l'ont jamais quitté. Puisque nous savons que lorsque sonne la cloche de la fin de la classe, les élèves retournent dans un milieu qui est totalement hostile à nos valeurs, qui est très largement islamisé, je veux dire au sens de l'islamisme radical, bien sûr,
ou tenus par des mafias qui ont pour seule valeur la violence et le pouvoir. Et donc, d'une certaine manière, les élèves, quand ils sont à l'école, ils sont un peu plus hors sol par rapport à leur milieu. Alors, comment faire dans les réseaux d'éducation prioritaire plus, ou d'une manière générale dans les quartiers prioritaires de la ville, pour faire en sorte que ces élèves-là deviennent des Français? Vaste question. Oui. Parce que la question de l'assimilation, c'est à la fois la question de l'école, mais c'est aussi la question de la famille. Oui. Parce que l'assimilation, elle passe aussi par la famille. Oui. Par exemple, la langue, bien évidemment. Hein, donc, si déjà à la maison on parle une langue étrangère et on ne fait pas l'effort de la langue, si dans la société, les parents eux-mêmes qui travaillent peuvent sur le chantier parler sans arrêt dans leur langue, excusez-moi, c'est très problématique. Donc, tout ne vient pas de l'école. Hein, donc, ça renvoie aussi à une politique d'immigration par rapport à ça. Oui. Et voilà. Alors, l'école, qu'est-ce qu'elle peut faire? Déjà, elle peut jouer sur les effectifs dans les classes et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des classes où vous avez 80% de locuteurs étrangers, 20% de locuteurs français, puisque c'est très complexe à ce moment-là, ça s'inverse. Donc, mettre le paquet dans les zones prioritaires, comme c'est déjà en partie peut-être fait, sur les effectifs, c'est une très bonne chose. Ensuite, il y a la question de que faire au niveau des méthodes. Alors justement, c'est là que ça a été vraiment, comment dire, très grave de lâcher la méthode syllabique, si vous voulez, pour la méthode globale. Hein, c'est justement pour ça qu'il faut passer par une méthode syllabique pour ces enfants-là. Il faut, comment dire, réarmer les professeurs pour qu'ils sortent d'une sorte de relativisme, puisque ce qui s'est passé depuis les années Bourdieu, si vous voulez, c'est que les professeurs eux-mêmes ont perdu finalement le sens de la valeur de leur savoir. Eux-mêmes sont, comment dire, culpabilisés par rapport à leur propre histoire. Par exemple, les professeurs d'histoire qui vont être culpabilisés par rapport à leur propre histoire, et donc ils n'osent même plus, si vous voulez, enseigner notre histoire, ou qu'ils l'enseignent de manière totalement, parfois justement, idéologique. Tout récemment, j'ai assisté à un exposé fait par des élèves sur l'esclavage. Il va de soi que l'esclavage, c'est la traite négrière. Qui ait pu avoir une traite interafricaine ou un esclavage musulman et des captifs chrétiens, on n'en parle jamais dans les programmes d'histoire. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment un réarmement des enseignants par rapport à ce public qui est extrêmement nécessaire, et une fermeté, comme vous le disiez au début, qui ne doit pas porter simplement sur l'habit, la tenue, mais sur la contestation du savoir par ces jeunes. Alors là aussi, il faut être très vigilant. Moi, je suis pas mon lycée n'est pas dans un quartier prioritaire, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce phénomène d'islamisation, il touche maintenant des zones qui sont des zones pas du tout sensibles, etc. Nous, dans notre lycée, nous avons eu des soucis. Nous avons eu des soucis. Nous avons des élèves qui refusent la piscine parce qu'elles ne veulent pas se mettre en maillot de bain, etc. Et alors, c'est l'environnement du lycée qu'il faut voir. C'est très simple. Dans notre petite ville, il y a 2 mosquées. Il y a une mosquée turque et c'est Miligorus. Miligorus, c'est un mouvement islamiste, si vous voulez. Et donc, et puis il y a une mosquée algérienne. Mais il faut voir que nos gamins d'origine musulmane, enfin d'origine musulmane, j'aime pas mais d'origine nord-africaine ou maghrébine ou turque, donc avec l'islam dominant comme culture, il faut voir qu'ils vont à la mosquée et leurs éducateurs, c'est la mosquée. Et c'est les concurrents des enseignants. Et souvent, les enseignants ne veulent pas le voir, ne veulent pas faire face à ça, vous voyez. Donc là, il y a vraiment un énorme chantier. Il faut être ferme. Assimiler, ça veut dire imiter un certain nombre de valeurs, de modèles qui nous construisent, qui nous constituent. Ces valeurs, c'est l'autonomie, c'est la raison, c'est la laïcité. Et tout ça, c'est un immense travail qui va bien plus loin que la tenue des élèves. Un point là-dessus très précis sur lequel j'attire votre attention, c'est le programme d'EMC, c'est-à-dire d'éducation morale et civique. Il faut regarder ce programme. Moi, je l'ai fait. Il faut regarder le programme d'EMC au collège. Moi, je n'enseigne pas au collège. Il faut regarder ce qu'on leur enseigne.
c'est du multiculturalisme, c'est quasiment du wokisme. Donc vous voyez, on change, voilà, choc des savoirs, choc de ceci, choc de cela, mais derrière, les choses se poursuivent. Exactement. Ce programme n'a pas du tout été changé, qui nous enseigne le respect de toutes les différences, etc. Vous voyez, qui est une confusion sur la laïcité, qui confond laïcité et multiculturalisme. Ça, et rien n'a été changé de tout ça. Effectivement, tout à fait, Donc voilà, c'est ça, quand on enseigne, quand on est, si vous voulez, sur le terrain, on mesure l'écart, l'abîme entre les grands discours et une réalité qui se poursuit. Alors, justement, à propos des professeurs, pensez-vous que nos jeunes collègues soient bien préparés à affronter ce type de problème? Ils sont formés par l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Ils sont titulaires d'un master MEF, métier de l'éducation et de la formation. Et la moitié d'entre eux, ou 60% d'entre eux, des jeunes professeurs, déclarent que ne pas vraiment comprendre le principe de laïcité, par exemple. Tout à fait. C'est quand même étrange. Tout à fait. Je ne me rappelle plus l'étude, le sondage qui était sorti, mais qui montrait qu'une part importante des jeunes enseignants n'était pas favorable à la loi de 2004 sur l'interdiction du port des signes ostentatoires, qu'il ne faut pas appeler loi sur le voile. Alors là aussi, il y a un manque de formation évident de la part des collègues qui, en matière de laïcité, se trouvent parfois dépourvus pour finalement... Parce qu'il y a une propagande qui est faite par certains élèves. Bien sûr. Il y a de l'entrisme des frères musulmans. Et certains élèves, si vous voulez, connaissent un peu ces questions. Certains élèves musulmans, justement, souvent c'est intéressant parce qu'eux, ils ne sont pas dans une espèce de flou ou d'ignorance. Ils ont leurs convictions. Et voilà, il faut savoir leur répondre, mais très, très, très tranquillement. Vous voyez, bien sûr. Voilà, un élève a le droit de dire dans une classe qu'il est contre la loi qui interdit les signes religieux. C'est au professeur de lui expliquer pourquoi cette loi, elle est dans le secondaire, elle n'est pas dans l'espace public, parce qu'on doit protéger la liberté de conscience des autres, et qu'un signe qui devient de la propagande, eh bien la laïcité, c'est protéger aussi la liberté de conscience des autres élèves. Donc il y a tout un discours à avoir. C'est vrai qu'en philosophie, on est plutôt assez bien armé par rapport à ça. Bien sûr, et moi, je n'ai vraiment pas de problème avec mes élèves musulmans, mais je ne les laisse pas dire n'importe quoi. Oui, bien sûr, voilà. Et je leur explique ce que c'est que la laïcité. Exactement. Et je leur montre que c'est au contraire la laïcité, c'est aussi le respect de la liberté religieuse. Mais que comme toute liberté, la liberté religieuse a des limites. Et les limites, c'est la liberté de conscience des autres, justement, etc. La liberté religieuse, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire des prières dans les rues. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a tout un processus et aussi une formation. Alors, c'est un petit peu fait, ça a été un petit peu fait par Blanquer. Oui. Mais parfois de manière contestable. Moi, j'ai vu des enseignants d'histoire géo donner une version très libérale de la laïcité en insistant sur la liberté religieuse, beaucoup, bien sûr. mais pas sur les contreparties de respect de la liberté des autres et de neutralité. Tout à fait. Donc ça, il y a aussi un gros travail à faire là-dessus. C'est ce qu'au Canada, ils appellent les accommodements raisonnables. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qu'on a certains appellent la laïcité ouverte. Voilà, ouverte, c'est ça, la tolérance. Donc c'est un petit peu ça, ce qui arrive par le haut, par les fameuses... cellules mises en place par Blanquer, je suis perdu. C'est le carré régalien, c'est ça? Carré régalien. Oui, il y a aussi une autre... il y a des personnes ressources en matière de laïcité. Des référents laïcité. Voilà, c'est ça. Mais là, on a tout un dispositif extraordinaire. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une autre question, parce qu'on en avait évoqué d'en parler, c'est la question du harcèlement. Oui. Parce que là aussi, on a mis un programme là-dessus. Mais quand vous regardez ce qu'il y a derrière le programme phare, mais c'est incroyable. Là, j'ai des élèves qui sont passés dans ma classe pour expliquer aux autres élèves ce que c'était que le programme phare. Mais en fait, c'est incroyable parce qu'on va dans la logique qui, à mon avis, explique en partie ces phénomènes de harcèlement. Parce que le harcèlement, il vient du fait, justement, qu'il n'y a plus de verticalité. Qu'il n'y a plus d'autorité et que les enseignants laissent les élèves abandonnés à eux-mêmes et justement se harceler, être dans des rapports de reconnaissance, donc horizontalité, société des pairs, P-A-I-R-S, et non pas du pair vertical. Et donc, si vous voulez, c'est cette logique horizontale et ce refus de l'autorité des enseignants qui laisse les élèves là-dedans. Or, que fait le programme phare? Les élèves qui souffrent de harcèlement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent à des ambassadeurs qui sont d'autres élèves, qui ont été volontaires, dont on ne sait même pas si ce n'est pas des harceleurs eux-mêmes. Bien sûr. Et
ces élèves vont être des ambassadeurs et donc les élèves harcelés vont leur confier leurs soucis. D'accord. Donc on a les médiateurs élèves. Et ça sera anonyme, etc. Non mais c'est hallucinant. Oui. C'est hallucinant. Je pense aussi. Je pense, pour ma part, quand j'ai vu le programme phare et toute cette superstructure qui se mettait en place, à la demande d'ailleurs de Gabriel Attal, hein, je me suis dit, en fait, c'est pas compliqué, le seul référent anti-harcèlement, c'est le proviseur ou le principal. C'est pas la peine d'en nommer un autre. C'est lui l'autorité. Il est le représentant de l'État, c'est dans son statut en plus. Hein. Oui. Il a le pouvoir de police dans son établissement. Tout à fait. Donc, inutile de se chercher un ambassadeur. C'est chaque établissement qui doit être saisi et qui doit, en tant que juge de paix, rassembler les parties et dire maintenant c'est fini, sans ça je vous ai viré par conseil de discipline. Et ça suffirait. Bon, peut-être que je raisonne comme un homme du passé, je ne crois pas, je pense que ceci est tout à fait d'actualité, mais on a préféré en effet l'horizontalité, un peu du blabla en fait, hein, toujours de la négociation, toujours de la négociation, de la médiation, de l'accompagnement, tous ces mots, la bienveillance, tous ces mots valises dont on est abreuvé depuis presque 20 ans et qui ne produisent rien de tangible. Oui. Là-dessus, je voudrais aussi aller dans votre sens en introduisant la notion de responsabilité. Oui. Il y a un problème qui est central dans toute l'architecture, si vous voulez, là c'est pour revenir sur le point architecture institutionnelle, chef d'établissement, enseignant, etc. Il y a vraiment un problème de dilution de la responsabilité. Oui. Plus aucun niveau n'accepte d'être responsable. Et la responsabilité remonte au-dessus. Voilà. Mais même les proviseurs, aujourd'hui, si vous voulez, les proviseurs, on oublie toujours que le proviseur, il a un double rôle. C'est le représentant de l'État, comme vous l'avez dit, dans l'établissement, mais c'est aussi le représentant de la communauté éducative. Bien sûr. Et donc, il doit aussi prendre en compte les problèmes de cette communauté et les faire remonter au recteur. Absolument. Aujourd'hui, si vous voulez, on n'assume plus la structure pyramidale. Qu'est-ce que c'est que le centralisme? C'est pas une personne en haut et tout le monde horizontal aligné en dessous. Non. Ça, c'est la structure totalitaire. Oui, exactement. La structure, comme le dit Hannah Arendt, la structure pyramidale hiérarchique, c'est que chaque niveau a une responsabilité à son niveau, dont elle répond devant un niveau supérieur. Bien sûr, voilà. Or, ce qui s'est passé avec, à mon avis, ça c'est une hypothèse, si vous voulez, avec le numérique dans l'administratif. On est dans une espèce de fluidité et de transparence qui va de tout en haut vers tout en bas. Et les niveaux intermédiaires n'ont plus de responsabilité. Les professeurs, c'est pareil. C'est d'abord le professeur qui est responsable de ce qui se passe dans sa classe. Et après, il va voir son chef d'établissement. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, les professeurs ne prennent même pas cette responsabilité. Ils la donnent à la vie scolaire. Voilà, la vie scolaire. Chacun renvoie la responsabilité. Aujourd'hui, vous avez aussi ce qu'on appelle le professeur principal. Oui. Mais c'est très bizarre ce système du professeur principal, parce que quand un élève a un problème avec son professeur, au lieu d'en parler à son professeur, qui soit d'abord responsable, bien sûr, il va en parler au professeur principal, qui lui-même va du coup avoir du pouvoir, ça va la mettre dans une position particulière par rapport aux autres enseignants. Donc il faut réintroduire de la verticalité, mais aussi de la responsabilité à chaque étage. Il faut laisser respirer le système. Absolument. Moi j'ai discuté avec des proviseurs qui un peu plus anciens, qui sont depuis un certain temps à la retraite, mais ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas à quel point il n'y a plus d'initiative des proviseurs actuels. Non, mais c'est vrai. Et du recteur et du ministre. Exactement, parfaitement, tout à fait. Il y a une dilution de la responsabilité, c'est une sorte de... C'est le hashtag pas de vague, hein, où c'est la politique du parapluie qu'on ouvre, etc., toujours pour se protéger. Mais vous avez parfaitement raison, le chef d'établissement a cette double fonction de représentant de l'État, donc de l'autorité académique, avec des pouvoirs très étendus, et il est également, statutairement, l'exécutif du conseil d'administration, c'est-à-dire en fait, grosso modo, le porte-parole, sans que ça ait une signification syndicale, bien sûr, de sa communauté éducative vis-à-vis de l'autorité académique, en disant voilà ce qui se passe. Et ça ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, l'indice le plus clair à ce sujet-là, le symptôme, ce sont les remontées pour incidents atteintes à la laïcité, qui sont en augmentation. Et quand on compare les chiffres officiels, quelques milliers par an, bon, l'augmentation quand même, avec ce que révèle par exemple Aubin dans son dernier livre « Les profs ont peur », lui part de trois sondages qui ont été réalisés pour 3 institutions différentes auprès des professeurs à ce sujet-là. Et il dit en fait les chiffres
actuels ne traduisent pas la réalité. Il ne dit pas qu'ils sont insincères, il dit qu'ils ne traduisent pas la réalité et qu'il faudrait les multiplier par un facteur 100 pour approcher la réalité. Il dit grosso modo, sur un effectif de 830 000 enseignants, 250 000 ont déclaré avoir été harcelés. Or, ça ne paraît pas du tout dans les remontées. Ce qui veut dire qu'en effet, les proviseurs, pour revenir à notre affaire, et les principaux protègent leur établissement d'une certaine manière, on croit le faire, en ne remontant que vraiment ce qui est au bord d'exploser, de devenir scandaleux au public. Tout le reste est réglé et ne pas remonter. Et ça, c'est du conformisme, c'est-à-dire, ça reste du pas de vague. C'est-à-dire, bon, au fond, tout va bien, on maîtrise, etc. En fait, on ne maîtrise rien du tout. Quand une jeune fille ne veut pas aller à la piscine parce qu'elle ne veut pas aller dans une piscine mixte pour un cours de natation, elle contrevient à la règle de laïcité, elle contrevient au règlement de l'établissement, elle refuse un enseignement. Que ce soit la piscine ou autre chose, c'est un enseignement. Donc, d'une certaine manière, c'est un incident grave. Sur le fond, symboliquement, c'est très grave, même si, localement, ça peut paraître anecdotique. Papendiaï disait, mais ce sont les adolescentes, il faut laisser passer la crise, etc. Ça n'est pas comme ça que ça marche, c'est beaucoup plus profond. Et le proviseur qui ne fait pas remonter, d'une certaine manière, il édulcore, il euphémise la portée du problème, et d'une certaine manière, en effet, il ne remplit pas les devoirs de sa charge. Il n'agit pas en responsable. Et c'est assez préoccupant. Il faudra d'ailleurs qu'on en parle au cadre du système éducatif. Mais je pense qu'ils ne font qu'imiter ce qui vient de plus haut. L'inspecteur d'académie lui-même ouvre le parapluie très large et le recteur en réfère au cabinet. Tout remonte au cabinet qui ne peut pas tout faire. Voyez. Donc le système, de ce point de vue-là, ne peut pas être piloté correctement, c'est sûr. Et dans ce domaine aussi de l'architecture institutionnelle, il y a donc la responsabilité du proviseur et re-responsabiliser aussi les enseignants. Oui. Est-ce que ça ne passe pas aussi sur une réflexion, si vous voulez, sur les institutions internes à l'établissement, c'est-à-dire le conseil d'administration, le conseil pédagogique, le conseil disciplinaire, si vous voulez. Je pense que là, il faut travailler sur tous ces domaines. Est-il normal que dans un conseil de discipline, l'élève puisse bénéficier d'un avocat et pas l'enseignant ? Vous voyez, par ailleurs, la structure d'un conseil d'administration qui est héritée d'après 68, je crois que c'est Edgar Faure, mais je me trompe peut-être, la structure du conseil d'administration sur laquelle on n'est jamais revenu. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil d'administration? C'est pas du tout une majorité d'enseignants. C'est des représentants des parents, les représentants des élèves, les représentants de la région, les représentants des agents de service, l'administration, et les enseignants sont ultra minoritaires. François Fillon avait eu une idée intéressante en 2005, mais il n'est pas allé au bout. Il a créé des conseils pédagogiques, ce qui est une bonne idée, puisque là, il n'y a que des enseignants pour traiter des questions pédagogiques, qui est logique. Sauf que ce conseil pédagogique n'est que consultatif. Il n'a pas de décision, vous voyez. Et je crois que là, il y a vraiment des questions à se poser, parce qu'il faut aussi re-responsabiliser les enseignants eux-mêmes. Vous voyez, c'est les deux. Moi, je veux bien donner plus de pouvoir aux proviseurs, à condition de donner aussi plus de pouvoir et de responsabilité à l'équipe enseignante. D'accord, vous avez raison, ça c'est très intéressant. Merci. Ce qui existe dans le système allemand d'ailleurs. Hein. Il y a certaines choses, les enseignants ont en charge, alors je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais ils peuvent avoir en charge des missions de surveillance, si vous voulez. C'est aussi la responsabilité de l'enseignant, ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe dans les couloirs. Alors, on peut mettre, comme on faisait avant, des surveillants qui le fassent, mais il peut y avoir aussi un système, mais il faut que ça soit valorisé du côté des enseignants. Bien sûr. Mais voilà, voilà, trouver je pense que cette architecture et ce pilotage interne aux établissements, il pose question. Je l'ai noté, merci beaucoup, c'est une très bonne piste. On va regarder les structures de l'EPLE, de l'établissement public local d'enseignement, qui date en effet du décret de 1985. Donc il pourrait largement être, comment dirais-je, réinterrogé et toiletté. Mais dans la direction que vous indiquez, à savoir, si l'on veut que les enseignants s'impliquent dans la vie de l'établissement, il faut leur donner un espace administratif et un espace institutionnel pour qu'ils puissent le faire. Puisque, autrefois, donc, il y avait des conseils de classe, ils y sont toujours, bien sûr, précédés de conseils d'enseignement. Il y avait, quand j'étais chef d'établissement moi-même, des conseils d'enseignement qui étaient par discipline. C'était très intéressant. Mais effectivement, le conseil pédagogique est une instance qui devrait avoir plus de responsabilité, je suis d'accord avec vous. Je vais y travailler parce que ça ouvre des pistes intéressantes pour faire revivre les EPLE. Parce que le principe de l'EPLE, c'est un principe qui était intelligent. Ce n'est pas parce que c'est Lionel Jospin qui... en 85, je veux dire qu'on a fait ça, que ça n'est pas intelligent.
c'est l'autonomie professionnelle d'une certaine manière. On laisse aux professionnels l'espace institutionnel nécessaire pour faire leur métier. Voilà. Et l'idée que nous poursuivrons dans le programme de Marine Le Pen, ce sera l'État revient, le politique revient. Voilà. Il y aura une politique éducative avec des responsabilités devant le Parlement, mais l'État et le gouvernement se concentreront sur ce qui est de leur domaine, c'est-à-dire définir les grands axes, les priorités du point de vue des contenus et du point de vue des objectifs à atteindre pour que la nation retrouve sa fluidité aussi sociale et son niveau d'instruction, un niveau d'instruction compatible avec les enjeux du XXIe siècle. Et ensuite, on laisse les gens travailler. C'est un peu l'idée, enfin, c'est pas de la philosophie, c'est un peu l'idée dominante, si vous voulez, de ce à quoi je travaille en ce moment. Je me rends compte, plus je discute avec des collègues qui sont encore sur le terrain ou qui ont été il n'y a pas longtemps, il faut laisser aussi le terrain faire son métier et arrêter de le caporaliser. Le dernier exemple en date, c'est un décret est sorti tout récemment sur le redoublement au collège. Un décret sur le redoublement. Mais de quoi je me mêle, je veux dire. En quoi est-ce que le redoublement, qui est une modalité pédagogique banale, utilisée depuis des siècles, j'allais dire, enfin depuis au moins 2 siècles, serait une question de gouvernement. C'est une question d'établissement. C'est une question même de professeurs. C'est le conseil des professeurs, le conseil de classe, qui collectivement décide si un élève redouble ou pas. En quoi ça regarde le Premier ministre, voyez ? Donc ça, c'est ce genre de dérive, je pense que nous allons, nous, y mettre un terme. Parce que ça étouffe le corps enseignant, qui a l'impression d'être caporalisé, voire brutalisé, parce que comme ça change tout le temps, si vous voulez. Infantilisé. Infantilisé, exactement. Infantilisé. Si demain, ce qu'à Dieu ne plaise, la gauche reprenait le pouvoir, il y aura un décret pour supprimer le redoublement. C'est-à-dire que c'est sans arrêt, vous voyez. Donc on arrive à une situation assez ridicule, où, comme disaient nos anciens, qui avaient fait leur service militaire, avant d'exécuter l'ordre, attendons le contre-ordre, pour éviter le désordre. Voilà, c'était un petit peu ça, vous voyez. Bon. Ce sera, si vous le permettez, le mot de la fin, cher monsieur Vincent Cousdière. Je pense que nous avons épuisé notre temps à peu près, c'est ça ? À peu près 1 heure d'échange. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un thème que vous voudriez aborder, que nous aurions oublié d'aborder ? Non, rapidement, pour aller dans votre sens, si vous voulez apporter peut-être encore de l'eau à votre moulin, on assiste actuellement à une ingérence de l'administration dans ce qui ressort vraiment de la mission de l'enseignement et de la pédagogie. Par exemple, dans l'évaluation. Vous avez maintenant des plans d'évaluation qui viennent du haut, où tout le monde on doit évaluer d'en haut avec des objectifs totalement abstraits, d'avoir telle moyenne, de s'accorder, etc. Et donc là, on a vraiment l'exemple même c'est l'enseignant qui évalue, c'est lui qui en est responsable. Et donc, je vais tout à fait dans votre sens. Je crois qu'il est très important de redonner aux enseignants une respiration, une responsabilité, et de cesser, alors il y a un autre mot, vous avez utilisé caporalisation, etc., cesser de les infantiliser. Oui, tout à fait. Parce que comment est-ce qu'on prétend rétablir l'autorité de l'enseignant si on lui ôte toute responsabilité et si on l'infantilise? C'est totalement contradictoire. Absolument, tout à fait. Voilà, je voulais juste rajouter ce Non, mais c'est très bien. Je vous remercie de cette précision. Merci à vous pour cet échange. Et donc, chers amis, à bientôt pour une prochaine émission de Faire École. Au revoir.